le jour où j'ai compris que je n'étais plus la bienvenue dans la vie de ma propre fille. Je tenais une tarte aux pommes encore tiède dans les mains, une tarte que j'avais préparée avec amour, comme autrefois, avec ses fines lamelles posées en rosace et une pincée de cannelle sur le dessus. Ce jour-là, je m'apprêtais à voir ma petite fille Margot, que je n'avais pas tenue dans mes bras depuis des semaines. Je m'étais habillée avec soin. J'avais tricoté un petit bracelet de laine violette pour elle, et j'avais pris le bus jusqu'à chez Camille, espérant secrètement un sourire, une étreinte, peut-être un « mamie » timide. Quand j'ai demandé à la portière, Camille m'a répondu sans même lever les yeux de son téléphone. « Margot Dort. » J'ai acquiescé, bien sûr. On ne réveille pas un bébé. Mais quelques minutes plus tard, j'ai vu sa meilleure amie, Chloé, prendre Margot dans ses bras, la bergère, lui parler tout bas. Je suis restée là, figée, les bras vides, avec cette tarte qui me brûlait presque les paumes. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un oubli, c'était une décision, une exclusion discrète, polie, mais définitive. Je m'appelle Elisabeth Moreau, j'ai 70 ans. J'ai passé ma vie à la caisse d'un supermarché, à Vieux-Lyon, à rendre la monnaie. À porter les sacs des clients quand ils avaient mal au dos, à compter les heures supplémentaires pour nourrir ma fille unique. Camille, son père est mort trop tôt, renversée par un chauffard, alors qu'elle n'avait que 7 ans. Depuis ce jour, j'ai tout assumé. Les devoirs le soir, les fièvres la nuit, les vêtements trop petits chaque rentrée. J'ai vendu mon alliance pour l'aider à financer sa FIV. J'ai signé des papiers qu'elle me tendait sans lire. Prêté mon nom pour son crédit immobilier. Gardé Théo, son fils aîné, chaque mercredi pendant des années. J'ai donné sans compter, convaincue qu'une mère doit toujours être là, même quand elle s'efface. Mais ce dimanche-là, devant cette scène si banale pour les autres, quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon amour pour elle, non, mais la certitude d'en recevoir un peu en retour. J'ai quitté l'appartement sans faire de bruit, dans la rue. J'ai jeté la tarte dans une poubelle verte et le bracelet dans une autre. Puis j'ai marché longtemps jusqu'à la place Bellecour. Il pleuvait. Je me suis assise sur un banc de pierre, les mains croisées sur les genoux, et j'ai regardé les passants défiler sans me voir. J'avais 70 ans et j'étais devenue invisible. Pas pour la société, pour ma propre famille. Ce soir-là, j'ai enlevé la photo accrochée dans mon salon, celle où Camille souriait, Margot dans les bras, Étienne à ses côtés, et moi, légèrement flou dans le fond. J'ai décroché ce cadre comme on ferme une porte. Lentement, un silence, et puis j'ai fait ce que je n'avais jamais osé faire. J'ai commencé à reprendre ce qui m'appartenait. J'ai contacté ma banque pour couper l'accès de Camille à mes comptes. J'ai appelé une ancienne amie, Maître Sophie, aujourd'hui avocate spécialisée en succession. J'ai pris rendez-vous et j'ai commencé à écrire une nouvelle version de mon testament. Pas par vengeance, pas pour punir, mais pour que ce que j'ai construit toute ma vie ne disparaisse pas entre des mains indifférentes. Théo, Lou, n'a jamais cessé de m'envoyer des messages. Il m'a demandé si j'allais bien. Il m'a dit qu'il se sentait, lui aussi, mis de côté. Alors j'ai pensé à lui, à ce petit garçon que j'ai bercé quand sa mère était trop fatiguée, que j'ai emmené au parc, nourri, consolé. J'ai décidé de créer une fiducie pour lui, pour qu'il sache que je l'ai vu, qu'il a compté, qu'il comptera toujours. Ce que j'ai vécu ce jour-là n'était pas une chute, c'était une révélation. Et cette révélation a marqué le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où je ne serai plus en attente d'un appel, d'un regard, d'une permission. Un chapitre où je redeviens le personnage principal de ma propre histoire.
Je ne me suis jamais plainte. Pas une seule fois. Même quand je rentrais à minuit du supermarché. Les jambes en feu, les mains abîmées par la caisse et l'inventaire. Même quand je sautais le dîner pour économiser quelques euros, juste assez pour payer la cantine de Camille ou lui acheter une nouvelle paire de baskets. J'ai travaillé toute ma vie dans le même magasin, au coin de la rue de la République à Vieux-Lyon. 37 ans derrière la même caisse, à sourire, à dire bonne journée à des centaines de visages qui, pour la plupart, ne se souvenaient pas du mien. Je faisais les inventaires du soir pour cumuler des heures. Je prenais les shifts de nuit que personne ne voulait. Et je revenais à la maison avec une baguette et 2 yaourts. Toujours les mêmes. Camille n'a jamais manqué de rien. Enfin, je l'espère. Son père nous a quittés trop tôt. Une rupture d'anévrisme un mardi matin. Alors qu'il allait chercher le pain. J'avais 32 ans. Elle, chèque. À partir de là, j'ai décidé qu'elle aurait tout. Tout ce que je pourrais lui offrir. Stabilité. Écoute, quarte de pommes caramélisées dans sa boîte à goûter. Et plus tard, de l'argent. Des papiers signés sans poser de questions. Je me souviens très précisément du jour où j'ai vendu mon alliance. C'était un samedi gris. Camille était venue me voir les yeux brillants d'espoir. Elle voulait un 2e enfant. Mais avec Étienne, il n'y arrivait pas. Il parlait des protocoles longs, de traitements coûteux. Elle ne m'a rien demandé, bien sûr. Mais moi, j'ai su. J'ai pris l'anneau dans la boîte à bijoux que je n'ouvrais jamais et je l'ai vendu au bijoutier du quartier. Avec cet argent, j'ai payé la première étape de son traitement. Margot est née. 2 ans plus tard, et j'ai pensé que ce petit bout de vie valait bien tous les sacrifices. Mais au fil des années, quelque chose a changé. Ou peut-être que c'est moi qui ai mis plus de temps à le voir. J'étais toujours là, toujours disponible. Quand il a fallu signer pour le crédit immobilier de Camille et Étienne. C'est mon nom qui a été ajouté en tant que co-emprunteur. Quand ils ont eu besoin d'un garant pour la voiture, c'est moi qui ai répondu. Je donnais mes codes bancaires. Je laissais les procurations parce que je pensais qu'entre une mère et sa fille, il n'y avait pas de preuves, pas de clause, juste de la confiance. Et puis, petit à petit, j'ai senti que je devenais floue, moins consultée, moins nécessaire. On ne me demandait plus mon avis. On m'informait. Ou pire, on ne me disait rien. Je découvrais les grandes décisions en même temps que tout le monde. Ou après, j'étais reléguée à la place de celle qui dépanne, qui vient chercher Margot à la sortie de l'école, mais qu'on n'invite plus aux réunions de famille. Théo, le fils aîné de Camille, celui qu'elle a eu avec son premier compagnon, restait mon seul lien sincère. Lui aussi, je sentais qu'il dérangeait dans la nouvelle équation familiale. On parlait moins de lui. Il était là, mais pas vraiment. Camille disait qu'il était dans sa phase ado, qu'il voulait s'éloigner. Mais je voyais bien que ce n'était pas tout à fait vrai. C'est en repensant à Théo que j'ai compris que je n'étais pas la seule à être mise de côté. Lui aussi portait cette même absence de regard, ce même effacement progressif. Peut-être est-ce pour cela que nous nous sommes toujours compris. Il y avait dans ces silences quelque chose qui faisait écho au mien. Alors oui, j'ai tout donné, sans contrat, sans garantie, et je l'ai fait avec le cœur. Mais ce cœur-là s'est fatigué de battre dans le vide. Le jour où j'ai vu Chloé bercer Margot alors que moi, sa grand-mère, je n'avais pas le droit de la toucher. J'ai su que je n'étais plus qu'un nom sur une liste. Une ligne dans un compte bancaire, un numéro à appeler en cas de besoin. Ce n'est pas la douleur qui m'a fait réagir, c'est la lucidité, celle qu'on acquiert après une vie entière à se tenir droite, à encaisser, à attendre des gestes qui ne viennent pas. J'ai mis longtemps à comprendre que donner sans poser de limites, ce n'est pas de l'amour, c'est s'effacer. Et moi, Elisabeth Moreau, je ne veux plus être effacée.
Ce jour-là, je m'étais levée tôt. J'avais mis mon tablier à fleurs et préparé une tarte aux pommes, comme celle que Camille aimait quand elle était petite. J'avais aussi tricoté, pendant des soirs entiers, un petit bracelet en laine douce pour Margot, une bricole. Mais chaque maille portait l'amour d'une grand-mère qui n'attendait qu'un sourire. Un regard, une reconnaissance discrète. J'ai emballé le tout dans un sac en toile, avec un petit mot écrit à la main pour Margot, de la part de mamie qui t'aime très fort. Le genre de geste simple, tendre, qu'on fait sans grande attente, mais avec tout le cœur. Quand je suis arrivée chez Camille, elle m'a ouvert rapidement, sans même un bonjour chaleureux. Elle était maquillée, bien habillée, pressée. Margot Dorte, maman, a-t-elle dit presque aussitôt. Je me suis figée, un peu déconcertée. Tu peux attendre un peu si tu veux, mais je ne te la passerai pas. Elle vient juste de s'endormir. J'ai hoché la tête, cherchant une chaise, un coin où m'asseoir discrètement. Quelques minutes plus tard, la sonnette a retenti. Une jeune femme blonde est entrée, souriante, pleine d'assurance. C'était Chloé, l'amie de Camille, que je connaissais à peine. Et là, sous mes yeux, sans hésiter, Camille a pris Margot dans ses bras, encore en pyjama, et l'a tendue à Chloé avec un grand sourire. « Tiens, tu peux la porter. Elle adore les câlins. » Je me suis pétrifiée, je n'ai rien dit. J'ai juste serré le sac en toile contre moi, comme s'il pouvait absorber le coup. Je me suis levée doucement. J'ai marmonné une excuse. Je dois rentrer qui sonnait faux même à mes propres oreilles. Camille n'a pas réagi. Elle discutait, riait avec Chloé, comme si je n'étais qu'un courant d'air passé par là. Dehors, la pluie tombait fine, mais froide. Le genre de pluie qui vous traverse le manteau, qui colle aux joues comme des larmes que vous ne voulez pas verser. J'ai marché sans but, sac en main, jusqu'à la place Bellecour. J'ai trouvé un banc de pierre, seul, vide, mouillé. Je me suis assise là, sans parapluie, les mains tremblantes, le regard perdu dans les pavés luisants. Puis j'ai ouvert le sac. J'ai sorti la tarte, le bracelet, le mot, et je les ai déposés dans une poubelle verte, à côté du banc. Pas par colère, par lucidité, parce que j'avais compris. Je n'étais plus une mère, plus une grand-mère. J'étais un accessoire, une silhouette qu'on appelle quand on a besoin d'un service. Une personne qu'on remercie poliment mais qu'on oublie ensuite. Mon amour, ma constance, mes sacrifices. Tout ça n'avait plus de poids dans la balance de leur vie. Ce jour-là, j'ai revu une scène, une discussion que j'avais eue avec Camille il y a quelques mois. Elle m'avait dit que Théo, son fils aîné de son premier mariage, ne voulait plus me voir à l'époque. J'avais accepté cela sans poser de questions. Je m'étais dit, les jeunes changent, s'éloignent. Mais ce jour-là, sur ce banc, tout a résonné différemment, et si ce n'était pas vrai, Etsy, comme moi, Théo avait été doucement effacé du tableau, mis de côté parce qu'il ne convenait plus à l'image de la famille recomposée que Camille voulait afficher. La douleur ne venait pas seulement du rejet, mais du mensonge. On m'avait retiré Margot, on m'avait éloignée de Théo, on m'avait réduite au silence, tout en me souriant. Tout en prétendant que tout allait bien, je me suis sentie trahie. Pas seulement par Camille, mais par toutes les années où j'avais cru que l'amour suffisait. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ôté mes chaussures mouillées, j'ai accroché mon manteau et je suis restée un long moment debout devant la cheminée. Il y avait une photo encadrée. Camille enfant, Théo adolescente, moi au centre. Le visage fatigué mais rayonnant, je l'ai prise dans mes mains. J'ai hésité, puis j'ai ouvert le tiroir et je l'y ai rangé. Pas pour oublier, mais pour me souvenir autrement, sans illusion. Je me suis fait une tisane à la camomille. J'ai pris un carnet, un stylo,
et j'ai commencé à écrire. Pas pour les autres. Pour moi, j'énote ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, ce que j'avais compris. C'était ma manière à moi de dire non. Non à l'effacement. Non au silence. Non à l'idée que vieillir, c'est disparaître. Et c'est à partir de cette soirée-là que tout a changé. Quelques jours après cette pluie battante sur la place Bellecour, j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur, mais que je n'avais pas osé utiliser depuis longtemps. Théo, mon petit-fils du premier mariage de Camille. Celui que, selon elle, ne voulait plus entendre parler de moi. J'ai laissé un message court, un peu hésitant. C'est mamie, si tu veux. On pourrait se retrouver au petit café du cours Gambetta. Tu te souviens, j'y serai vendredi à 15h. Sinon, ce n'est pas grave. J'ai attendu sans trop espérer. Et pourtant, ce vendredi-là, à l'heure pile, j'ai vu Théo pousser la porte vitrée, son blouson trempé de bruine, son sourire timide comme dans mes souvenirs. Il avait grandi, évidemment, mais ses yeux bruns étaient les mêmes. Ceux qui, quand il était enfant, me cherchaient dès qu'il avait un chagrin ou une bonne note à m'annoncer. Nous avons parlé pendant 2 heures pleines, sans une interruption. Il m'a raconté ses études, sa passion pour le dessin, ses boulots d'été, et surtout, ce qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute, que depuis l'arrivée de Margot et du nouveau compagnon de Camille, il se sentait de trop, qu'on oubliait son anniversaire 1 fois sur 2, qu'on lui reprochait d'être trop sensible ou trop distant, alors qu'en vérité, il voulait juste être vu, écouté, aimé. Quand il a prononcé ces mots, j'ai senti mes mains trembler légèrement autour de ma tasse. Pas de tristesse, de reconnaissance, parce que moi aussi, je voulais juste ça, être vu, écouté, aimé. Nous nous sommes regardés longuement et j'ai posé ma main sur la sienne. Alors faisons une promesse, toi et moi, on ne s'oubliera plus. Le lendemain, j'ai repris mon vieux classeur vert, celui où je rangeais mes documents importants, et je l'ai rouvert pour la première fois depuis longtemps. J'ai sorti le contrat de ma banque, mes relevés de compte, les anciennes procurations, et je les ai étalés sur la table comme on étale des pièces de puzzle à reconstruire. Tout me ramenait à Camille, à toutes ces signatures que j'avais données sans poser de questions, à toutes ces lignes où figurait son nom à côté du mien, parfois même avant le mien. C'était fini. J'ai pris rendez-vous avec maître Sophie Lemoine, une ancienne collègue de mon mari, devenue avocate. Elle m'a reçue dans son bureau lumineux, près des quais de Saône. En m'écoutant, elle a hoché la tête sans un mot, prenant des notes, me posant des questions claires, précises. Puis, avec douceur mais fermeté, elle a dit « Vous avez raison de vouloir reprendre les rênes. Il n'est jamais trop tard pour rétablir les équilibres. » En l'espace d'1 semaine, elle a organisé l'annulation de toutes les procurations accordées à Camille. Plus de pouvoir sur mes comptes, plus de signatures partagées, plus de contrôle par quelqu'un qui ne respectait ni ma parole, ni ma place. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi fait rédiger un avenant à mon testament. J'ai demandé à ce que 80 000 € soient placés dans un fonds dédié à Théo. Un fonds qui ne serait débloqué que quand il aurait terminé ses études, ou lancé sa première exposition, ou acheté son premier atelier. Je lui ai laissé une note manuscrite à joindre au dossier. Si est ton héritage, mon chéri, pas pour ce que tu feras, mais pour ce que tu es. Promets-moi simplement une chose. Ne m'oublie jamais. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi plus légère, mais pas euphorique. Il y avait encore une étape que je devais franchir. Je me suis installée à mon bureau. J'ai pris une feuille de papier crème, une stylo-plume, et j'ai écrit à Camille. Pas pour la blâmer, pas pour me plaindre, juste pour dire les faits. Je lui ai listé, sans colère mais avec précision,
Les moments où j'avais dit oui aux prêts bancaires, aux frais de FIV, aux gardes imprévus, aux cadeaux, aux aides ponctuelles. Je lui ai rappelé que ce n'était pas une dette que je voulais qu'elle rembourse, mais une mémoire que je refusais de voir effacée. Puis j'ai écrit une dernière phrase. Je ne te demande plus rien, ni explication, ni pardon. Je reprends juste ce qui me revient. Ma voix, ma valeur, ma paix, je n'ai pas envoyé cette lettre. Pas tout de suite. Je l'ai glissée dans une enveloppe et rangée dans mon tiroir, avec les autres papiers que Maître Sophie m'avait aidé à réorganiser. C'était ma manière à moi de mettre un point final, sans fracas, sans mise en scène. Le lendemain matin, en arrosant mes géraniums sur le balcon, j'ai regardé le soleil se lever sur les toits de Vieux Lyon. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit que cette lumière m'appartenait. Le téléphone a sonné un matin de mars, alors que je venais à peine de poser ma tasse de café sur le rebord de la fenêtre. Le nom Camille s'est affiché sur l'écran. Mon cœur a eu un léger sursaut, non pas de peur, mais de cette tension familière qu'on ressent quand on s'apprête à affronter une vérité inconfortable. J'ai décroché. Sa voix était sèche, tranchante, presque indignée. « Maman, tu as fermé les comptes. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu sais très bien que je suis débordée avec Margot, que je n'ai pas la tête à ça. » J'ai attendu qu'elle termine. Puis, calmement, je lui ai répondu. « Camille, être débordée n'a jamais justifié d'effacer sa mère de sa vie. La fatigue ne donne à personne le droit de rejeter, d'ignorer ou de mentir. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, parce que j'en avais besoin, parce que j'en avais assez d'être invisible. » Silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd, tendu. Puis, avant qu'elle puisse répondre, « J'ai la jauté. Je ne t'en veux pas, mais je ne me laisse plus faire. » Le soir même, j'ai appris par une amie commune qu'Étienne, son mari, avait proposé de consulter un avocat. Il parlait déjà de contester le testament, de protéger les droits de la famille, comme s'il était le garant d'un ordre moral que lui-même n'avait jamais pris le temps de respecter. Camille, m'a-t-on dit, ne disait rien. Elle avait lu ma lettre 3 fois. Elle l'avait posée sur la table du salon, relue à voix basse, puis gardée dans son sac, sans un mot, pendant plusieurs semaines, plus de nouvelles. Et je ne cherchais pas à en avoir. J'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais posé mes limites, mes conditions. Et dans cette attente sans attente, je me suis sentie paradoxalement paisible. Puis, un samedi matin, alors que je revenais du marché, je l'ai vue devant ma porte, Camille. Elle tenait Margot dans les bras. Pas de sac, pas de dossier, pas de regard fuyant, juste un visage un peu pâle, un peu hésitant, mais pas hostile. « On peut entrer ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Elle n'a rien dit de plus. Elle a installé Margot dans un coin du canapé et m'a demandé si je voulais faire une tarte. J'ai sorti les pommes, la cannelle, la farine. Sans parler, ce n'était pas le moment des mots, c'était celui des gestes dans la cuisine. Tout a repris une forme familière, mais différente. Elle épluchait les pommes, comme je le lui avais appris quand elle avait 12 ans. Je battais les œufs en silence. Margot gazouillait sur le canapé, jouant avec le doudou que j'avais crocheté l'été dernier. Il n'y avait pas d'excuse, pas de justification. Juste cette manière qu'elle avait de rester là, présente, attentive. À un moment, alors que je sortais la pâte du frigo, elle a effleuré mon bras du bout des doigts. Un geste minuscule, mais chargé de tout ce qu'elle n'arrivait pas à dire. Nous avons mangé la tarte ensemble, à 3, Margot sur mes genoux, croquant un morceau tiède, les joues pleines de sucre. Camille a rangé la vaisselle sans que je le demande. Avant de partir, elle m'a tendu une photo d'elle, Étienne, Margot, Théo, tous les 4, souriantes, dans un parc. Il veut te voir.
Il a dit que tu lui manquais, a-t-elle murmuré. Ce jour-là, je n'ai pas rouvert les comptes. Je n'ai pas réécrit le testament. Je n'ai pas oublié ce qui avait été dit. Failli au tout, mais j'ai vu dans les yeux de ma fille quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Une volonté de faire mieux, de recommencer autrement. Pas en réclamant, pas en exigeant, juste en étant là. Et c'est ainsi que notre relation a commencé à guérir. Non pas grâce à des grandes déclarations, mais à travers des petits gestes répétés, constantes. Une visite, un café, un coup de main dans le jardin, des moments partagés. Simples, vrai, ce n'est pas redevenu comme avant. Et c'est tant mieux. Avant, il y avait la dépendance, l'effacement. Aujourd'hui, il y a la clarté, le respect, la distance juste. J'ai appris à dire non sans trembler, à poser mes conditions sans peur d'être abandonnée. Et Camille, à sa manière, a appris que l'amour d'une mère n'est pas un dû. C'est une présence précieuse, fragile, qu'il faut nourrir, honorer et jamais considérer comme acquise. Théo a commencé à venir plus souvent, presque chaque semaine. Il arrivait toujours avec 2 choses, un café noir bien serré, comme je l'aime, et un poème, parfois de lui, parfois d'un auteur qu'il venait de découvrir. On s'asseyait dans le petit jardin, parmi les brins de lavande et les soucis que j'avais replantés. Et il lisait à voix basse pendant que je taillais les tiges fanées. Sa voix avait cette chaleur tranquille qui me faisait du bien, comme une couverture posée sur les genoux un matin frais. Il m'aidait à désherber, à déplacer les pots trop lourds, à accrocher les guirlandes de sa lumière que je n'arrivais plus à fixer toute seule. Il ne posait jamais de grandes questions, ne cherchait pas à compenser. Il était là, tout simplement, et c'était cela que j'attendais depuis si longtemps. Une présence sincère, sans agenda, sans attente. Un jour, alors que Camille était passée avec Margot pour me déposer un panier de légumes bio, cadeau du marché, avait-elle dit, la petite s'est mise à courir dans le couloir, trébuchant presque sur le tapis. Je l'ai rattrapée à temps, et quand je l'ai soulevée dans mes bras, elle m'a regardé droit dans les yeux et a soufflé « Mamie ». C'était la première fois. Le mot, si petit, si simple, a fondu dans mon cœur comme du sucre dans le thé chaud. J'ai simplement embrassé son front et serré un peu plus fort. Quelques semaines plus tard, Camille m'a téléphoné pour m'inviter à l'anniversaire de Margot. Cette fois, j'aimerais vraiment que tu sois là en tant que grand-mère. Elle a hésité, puis ajouté « pas pour aider ». Pas pour tenir la vaisselle ou ranger les gâteaux, juste pour être là. J'ai accepté. Je suis arrivée avec une petite robe d'été cousue main pour Margot et un carnet de coloriage. Ce jour-là, j'ai vu Camille s'efforcer d'être différente. Elle m'a tendu une assiette. Elle m'a proposé du thé. Elle a veillé à ce que je sois assise près d'elle. Ce n'était pas encore la complicité d'avant, mais c'était un début. Je n'ai jamais rouvert les accès financiers. Cette partie-là de notre relation est restée close, verrouillée. À juste titre, je tiens à mes limites, mais j'ai rouvert mon cœur, avec prudence, comme on entr'ouvre une fenêtre après un long hiver. J'ai appris à distinguer l'affection réelle des obligations déguisées et à me respecter assez pour ne pas me perdre à nouveau. Je me suis remise à écrire chaque jour dans mon journal. Pas pour me plaindre, pas pour laisser une trace dramatique, mais simplement pour m'ancrer, pour me souvenir que chaque journée est un choix. J'y note ce que j'ai planté, ce que j'ai lu, ce que Margot a dit. J'y colle les poèmes de Théo, les recettes de Camille, les dessins maladroits de ma petite fille. C'est devenu mon refuge, mon miroir, mon témoin silencieux. Et puis j'ai replanté les chrysanthèmes, jaunes, comme ceux que mon mari m'offrait en novembre. Et des cosmos, mauves et fragiles. Le jardin est redevenu ce qu'il avait été dans mes rêves. Un espace vivant,
plein de couleurs, de parfums, de souvenirs à cultiver. Au-dessus de la cheminée, là où jadis trônait une photo de famille figée dans un passé révolu, j'ai accroché une nouvelle image. Une photo prise un après-midi de printemps, dans le jardin. Théo lit un poème à voix haute. Margot rit en tapant des mains. Et moi, je les regarde, le cœur ouvert. Cette image, c'est mon présent. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas toujours simple. Mais c'est réel. Et c'est à moi. Je n'ai pas tout récupéré. Non, certaines choses sont perdues à jamais, les années de solitude. Les silences trop longs, les blessures comptées. Mais j'ai gagné autre chose. J'ai gagné une vérité tranquille, une paix construite à la main. Et surtout, j'ai repris ma place. Pas celle qu'on me donnait, mais celle que j'ai choisie. Par une matinée douce de septembre, j'ai pris le tram direction la presqu'île, mon vieux carnet de notes calé contre ma poitrine. Cela faisait des semaines qu'on préparait cette rencontre. Et pourtant, mon cœur battait comme celui d'une adolescente. Je n'étais plus seulement Elisabeth Moreau, ancienne caissière de supermarché et grand-mère oubliée. J'étais devenue témoin d'un silence rompu. Ce jour-là, au Centre culturel de Lyon, je devais raconter mon histoire dans le cadre de la conférence. Le rôle des aînés dans la famille moderne. J'ai regardé la salle. Des visages marqués par le temps. Des mains croisées sur des genoux fragiles, mais surtout, des regards en quête d'écho. J'ai commencé parce que beaucoup croyaient y être anodin. Une tarte aux pommes. Ce jour-là, j'avais pris le train avec ma tarte encore tiède et un petit bracelet en laine rose que j'avais tricoté pour ma petite fille. Quelques rires étouffés, quelques mouchoirs sortis. Je n'avais pas besoin d'aller plus loin. Elle comprenait. Puis j'ai raconté la scène du refus, du mensonge, de la gifle silencieuse qui n'était pas physique, mais qui avait laissé une pièce tout aussi profonde. Et surtout, j'ai parlé de ce moment où j'ai compris que je n'étais plus un pilier de famille, mais une commodité. Je n'ai pas parlé de vengeance, je leur ai parlé de reconquête, de ce jour où j'ai retrouvé Théo, et redécouvert ce que c'était que d'être vu, vraiment vu. J'ai évoqué la décision de créer un fonds pour lui, non pas pour récompenser une loyauté, mais pour planter une graine dans un sol fertile. Une femme dans le public a levé la main. Elle avait les yeux rougis. Elle a dit simplement « Vous venez de raconter ma vie », mot pour mot, puis une autre, puis encore une à la fin de la séance. Les accolades remplaçaient les mots. Certaines ont glissé dans ma main des papiers pliés en 4, avec leur numéro Unit. Griffonné. Je suis rentrée ce soir-là avec le sac plus lourd de lettres, mais le cœur plus léger. Quelques semaines après, à l'initiative de 2 participantes, nous avons fondé un groupe que nous avons appelé, presque en plaisantant, Les Invisibles. Mais très vite, ce nom est devenu un cri d'union. Nous nous retrouvions 2 fois par mois dans une salle prêtée par la mairie pour échanger nos expériences, nos peines, nos victoires. Certaines racontaient comment elles avaient osé dire non pour la première fois. D'autres comment elles avaient réécrit leur testament. Ou simplement osé ne plus répondre à un appel. Nous avons invité des juristes, des psychologues, même une médiatrice familiale. Et moi, je me suis retrouvée, presque sans m'en rendre compte, à être considérée comme une sorte de repère. Pas une experte, non, une sœur d'armes, peut-être. Camille connaissait l'existence du groupe, je crois. Elle n'a jamais posé de questions, mais elle m'a regardée différemment, comme si elle réalisait que sa mère avait cessé d'être une simple présence disponible. Théo m'a offert un carnet en cuir pour Noël. Il l'a fait graver pour les pages que tu écriras, pas pour celles qu'on a oubliées. Ce carnet, je l'ai rempli avec des souvenirs, des recettes, des réflexions, et aussi des lettres que je n'ai jamais envoyées,
Mais je sais qu'un jour, peut-être, quelqu'un les lira et y trouvera quelque chose. Une vérité, une miroir, une permission. Aujourd'hui, ma vie ne tourne plus autour de Camille ou de son silence. Elle tourne autour d'une table ronde, d'un bouquet de marguerites sur le rebord de ma fenêtre, d'un appel de Théo pour dire simplement « Tu veux qu'on lise ensemble ce soir ?» Je ne suis plus suspendue à des attentes. Je suis ancrée dans mes choix. Et si vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous reconnaissez dans mes mots une part de vous-même, alors je vous dis, on peut recommencer. À tout âge, on peut poser ses limites, protéger ce qu'on a bâti et surtout, transmettre autrement. Pas seulement un héritage matériel, mais une leçon de courage doux. Parce que parfois, la plus belle rébellion, c'est de ne plus demander à être invité, mais de créer sa propre place, avec sa propre nappe, ses propres fleurs, et pourquoi pas, sa propre tarte aux pommes. Si cette histoire vous a touché, si elle vous rappelle celle de votre mère, de votre grand-mère, ou peut-être même la vôtre, je vous invite à commenter, à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo. Chaque témoignage compte. Chaque voix peut rallumer une lumière dans la vie d'une femme qu'on pensait éteinte. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Je crois qu'il y a un âge où l'on cesse de demander des comptes, mais on n'oublie rien. Un âge où l'on n'attend plus d'excuses, mais on refuse de tendre l'autre joue. En y repensant, ce que j'ai vécu avec Camille ne me fait plus mal comme avant, mais cela me laisse une ligne claire à ne jamais franchir de nouveau. Je ne la hais pas, non. J'ai compris que la haine enferme, alors que la lucidité libère. Je ne lui donnerai plus le pouvoir de me diminuer, de me faire douter de ma valeur. Parce que personne, même pas un enfant qu'on a élevé seul, n'a le droit de décider que l'on ne compte plus. Théo m'a montré qu'il existe des liens qui ne s'usent pas avec l'oubli des autres. Il a été le témoin d'un amour sans condition, un amour réciproque, discret mais solide comme la lavande que l'on garde au fond des tiroirs. Il m'a appris qu'un seul regard sincère peut redonner foi à une vie entière et qu'une petite visite, un poème, un geste sans arrière-pensée peuvent recoller des morceaux que l'on croyait perdus. Aujourd'hui, je ne vis plus dans l'attente d'un appel, d'un anniversaire où l'on penserait enfin à moi. Je vis dans la construction de mes journées, dans le choix d'ouvrir mes fenêtres à la lumière, de verser le thé comme on offre du respect, de couper une part de tarte comme on partage sa mémoire. J'ai appris à dire non sans trembler, à dire oui sans peur. J'ai appris à écrire, non pas pour convaincre, mais pour affirmer « je suis là, encore là ». Et c'est déjà beaucoup. À vous qui m'avez écouté jusqu'ici, peut-être avec une tasse de café, un cœur un peu serré ou les yeux mouillés, je vous dis ceci. Reprenez votre place. Elle n'est pas derrière, ni dans l'ombre de ce que les autres veulent bien vous laisser. Elle est là où vous décidez de poser vos mots, votre tasse, votre souffle. N'attendez pas qu'on vous accorde une permission. Soyez votre propre point de départ. Mettez votre nom sur vos choix. Offrez votre histoire, même imparfaite, parce qu'elle peut éclairer le chemin d'une autre femme qui, comme moi, pensait ne plus compter. Alors si mon récit vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans le silence ou dans le soulagement, je vous invite à le dire, à laisser un commentaire. Ce que vous écrivez peut toucher une autre. Quelque part, dans le même vide. Abonnez-vous si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme la mienne. Des voix calmes mais puissantes. Des femmes qui ont choisi de ne plus se taire. Et si le cœur vous en dit, partagez cette vidéo. Pas pour moi, mais pour toutes celles qui n'osent pas encore dire « Je suis encore là ».